Et bienvenue pour cette deuxième table ronde que j'anime sur le thème du Frexit et de l'austérité, libérer la France et sortir de l'austérité par le Frexit. Je remarque que la salle est plus que remplie, qu'il y a même des gens qui sont assis. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. On va parler de ce sujet avec des intervenants de grande qualité, évidemment. Nous avons quelqu'un qui n'est pas là, mais qui nous fera une petite intervention vidéo. Il s'agit de Philippe Béchade, que vous pouvez quand même applaudir. Que vous connaissez bien, économiste, auteur dans la chronique Agora, qui avait fondé les Éconoclastes et qui nous apportera un premier éclairage sur lequel nous allons ensuite réagir sur la crise que nous vivons actuellement. Avec nous également le grand, l'unique, Pierre-Yves Rougeron, que je vous demande d'accueillir. Fondateur du Cercle Aristote, un homme évidemment aux multiples casquettes et que l'on connaît bien, qui est de tous nos combats, de tous les combats souverainistes depuis des années et des années, qui n'a jamais rien lâché. Et encore une fois, merci Pierre-Yves d'être là avec nous. On a également avec nous Nicolas Stocker. Un des fondateurs du RPF, le premier RPF effectivement, qu'on retrouve dans Géopolitique profonde, chez Radio Courtoisie également un petit peu, beaucoup même, et qui nous apportera lui aussi son éclairage. Et enfin, pour parfaire ce tableau, nous avons l'ajout... Non, pour parfaire, il y en a deux. Il y en a deux, effectivement, j'ai une chaise, les deux chaises seront bien remplies. Nous avons quelqu'un qui, je crois que c'est la première fois qu'il vient, c'est Antoine Guénaud. Bienvenue Antoine. Ouais. Antoine, essayiste, chroniqueur, on vous retrouve dans les médias libres, notamment Toxin, on vous a vu, vous écrivez aussi dans Front Populaire, il me semble. Donc vous avez un éclairage sur la situation politique actuelle et vous allez nous le livrer au cours de cette table ronde, et vous apporterez également des angles intéressants, je pense, pour le public sur la manière dont l'Union européenne peut exercer une force de coercition sur les peuples, et notamment le peuple français, et notamment en matière budgétaire. Et enfin, pour terminer cette présentation des intervenants, j'ai la joie d'accueillir Greg Tabibian. Greg Tabibian, qu'on ne présente plus, qui est vraiment quelqu'un qui représente une forme de souverainisme et une forme aussi de résistance à sa manière, qui draine un public de plus en plus croissant, une chaîne YouTube, je suis pas content, hein, qui approche dangereusement des 450 000 abonnés sur YouTube. On y sera très bientôt et on peut le féliciter pour ça. Merci à lui. Maintenant que les présentations sont faites, on va effectivement parler Frexit,
On va parler austérité, mais au-delà de l'austérité, de toutes les contraintes que pose l'Union européenne au sein de la société française. Puisque Philippe Béchade n'a pas pu être là, mais nous a quand même adressé un message, je propose qu'on écoute son message en vidéo. Ça nous donnera l'occasion d'y réagir tous ensemble. Ça, c'est bien lui. D'accord. Alors, vous avez récemment tweeté notre modèle est à l'agonie, l'UE tend vers l'UERSS. Pouvez-vous expliciter, monsieur Béchade? Ah. Ça va être compliqué là. De la lecture sur les lèvres va être compliqué. Alors bonjour, je suis très content d'être là. Alors je pense bon, c'est l'Europe, non, non. Oui, après bon. Non, bah non. Alors, je trouve que c'est une analyse qui mérite d'être écoutée, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, Greg? Non, c'est clair, c'est limpide, c'est à l'image de notre débat démocratique, je trouve. On a... Entre ça et François Bayrou, je ne sais pas où me poser. En termes de clarté dans le... Il y a plus de vie. Les lunettes aussi sont pas mal. Mais il va falloir faire quelque chose à la technique, par contre. Bon, on reviendra sur Philippe Béchade plus tard. On peut poser le sujet d'une première manière avec un événement d'actualité toute fraîche. C'est après des mois et des mois d'attente et de suspense ou de faux suspense, on a une agence de notation, l'agence Fitch, qui hier a décidé d'abaisser la notation de la France, qui était de AA+, AA-, AA+. Voilà. C'est comme les piles, exactement. Et voilà, c'est comme ça qu'il faut s'en souvenir. Donc, ce qui fait évidemment toute une salve de réactions d'hommes politiques de part et d'autre. Pierre-Yves, comment est-ce que tu analyses cette dégradation? Est-ce qu'elle était attendue? Est-ce qu'il y a des conséquences concrètes pour les marchés, mais aussi pour l'économie réelle? Comment tu vois ceci? Il faut rappeler une chose simple. Les marchés agissent avant les agences de notation. L'agence de notation ne fait qu'entériner le fait que le produit financier dette française s'est dégradé dans les yeux des dits marchés, en tout cas des poissons pilotes de marché. Bon. L'agence ne fait qu'entériner cela. C'est-à-dire qu'en réalité, ça fait certainement des semaines, peut-être des mois, que la dette française était vue comme telle. Donc, objectivement, quelle est l'importance de la dégradation symbolique? En réalité, c'est une importance politique. Politique à 3 types. Premier titre, ça va nous permettre de retourner la charge de la preuve sur les Français. Vous voyez bien que c'est votre faute. Fichte, c'est pas nous. Fichte, c'est pas Bayrou. Bayrou, il sait même pas où c'est, Fichte. Eh ben, vous voyez que c'est votre faute. Monsieur Le Cornu, il a été premier dans un concours de circonstances. Il y est pour rien. Donc, ça veut bien dire que c'est votre faute. Bon. Donc, il va falloir vendre les bijoux de famille plus vite, moins cher, et ça tombe bien, parce que j'ai 1 ou 2 acheteurs potentiels en tête qui, par hasard, font partie d'un petit réseau d'amis. Bon, premier titre. Deuxième titre, on va vous abrutir avec, vous voyez bien qu'il n'y a qu'un seul monde financier possible, alors que tous les pays au monde qui sont des pays libres se posent des questions. Là, par exemple, la Bank of China demande à la Banque centrale chinoise de de faire des scénarios avec la New Modern Monetary Theory. C'est indicible en Union européenne et de toute façon, ça va renforcer le côté carcéral. Vous ne sortirez pas de là. Et comme vous ne sortirez pas de là, il n'y a qu'une seule dévaluation
pensable, c'est la dévaluation intérieure, donc celle de votre niveau de vie. Le scénario grec pour tous. Hein, 36-15 feta. OK? Et le dernier titre, ça permet juste d'entériner une fois pour toutes que l'euro est déjà un produit financier divers. Parce que je suis navré, une monnaie unique ne s'emprunte pas à des taux différents. D'accord? C'est-à-dire que le risque de dénomination dont parlait Vincent Brousseau quand il nous faisait le plaisir de sa présence, malheureusement, il disait qu'un jour ou l'autre, les marchés, enfin les poissons pilotes de marché, parce qu'un marché, ça n'existe pas. Un marché, c'est un banc de petits poissons qui suivent quelques gros poissons. Un jour ou l'autre, les gros poissons n'allaient plus accepter d'échanger de la dette, par exemple française, avec de la dette allemande. Donc un jour ou l'autre, non, je ne prendrai plus. Et ce jour-là, les marchés auront entériné que la fiction de l'euro, parce que c'est une fiction, hein, c'est X monnaie rattachée par un peg. Eh bien, à ce moment-là, la fiction aura vécu. Et plus des notes comme celles de pays importants comme la France se dégraderont, plus arrivera le jour où quelqu'un dira « Ouais, mais la dette française, ouais, c'est bien, mais tu peux la garder aussi. » Voilà, grosso modo, ce que, en tout cas, je pouvais en dire. Merci. Merci Pierre-Yves. Ça me fait penser à la réaction de François Bayrou, justement, à cette dégradation. François Bayrou a réagi. Il a tweeté, il a trouvé son code Twitter. Note Fitch, un pays que ses élites conduisent à refuser la vérité et condamné à en payer le prix. C'est une... Waouh! Et tout de suite, ça en impose. D'ailleurs, notre ministre de l'économie a été très vicelard, parce qu'il a tweeté lui aussi. Il a dit « Je prends acte que Fitch a décidé de changer la note française. » Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas changé la note française, ils ont dégradé la note française. Et toute sa communication évite le mot baisse, le mot dégradation, qui est remplacé par le mot changement, modification. Prof de développement personnel. C'est ça. Il y a toute une sémantique là-dessus, effectivement. Antoine, justement, ta réaction un petit peu là-dessus? Moi, juste pour dire, pour réagir à ce que disait Pierre-Yves, c'était aussi, je pense qu'il y a un quatrième titre. À ce truc-là, ça leur sert d'excuse aussi. Ça leur sert d'excuse naturelle pour dire, pour nous imposer le système de l'OMT. Donc, le système de l'OMT, c'est la BCE, très rapidement, qui rachèterait les obligations du Trésor français, en échange évidemment de politique austéritaire. Il ne faut pas déconner non plus. Hein. Donc je pense que ça leur servira d'excuse en disant bah, vous voyez bien que ce n'est pas forcément notre faute, c'est les agences de notation. La BCE doit nous aider, l'Union européenne va nous aider, mais en échange, il va falloir faire des sacrifices. Je pense que ça leur servira évidemment d'excuse. Je les attends, la bouche en cœur, nous dire ça, hein, c'est sûr. Il faudra lutter contre la fraude aussi pour remplir de l'argent, donc il faudra la monnaie numérique. C'est obligatoire. Ça servira à tout. Vraiment à François Bayrou. Et justement, pour aller sur le sujet du budget, dont on a du mal à en construire un apparemment, ou en tout cas nos élites ont du mal à en construire un, comment on observe ce phénomène qu'on a pu voir émerger sur les réseaux sociaux et plus encore de Nicolas qui paye et même, j'allais dire, de où va notre argent? C'est un petit peu la question dont on se demande si les élites ont vraiment conscience que c'est une question qui prend vraiment de l'ampleur au sein de la société française. Est-ce que, Nicolas, vous percevez ça? Et comment vous voyez déjà la suite des événements? Est-ce que vous voyez également un scénario où on arrive à perdre cet élément de souveraineté qu'on a déjà quasiment perdu, qui est la construction d'un budget? On l'a tout à fait perdu d'ailleurs, mais on accepterait vraiment de tout léguer, quoi. Est-ce qu'on en est là? Je pense qu'on a déjà perdu l'essentiel, c'est-à-dire le fait de battre monnaie, c'est la base. Donc l'euro, Pierre-Yves Rougeron a dit ce qu'il y avait à en dire sur l'aspect totalement fictif. Nicolas qui paie, de toute façon, ce sera lui qui va payer.
Du fait, en général, on nous avait habitués ces derniers temps plutôt aux menaces existentielles, c'est-à-dire la grande guerre, le grand réchauffement climatique, et puis maintenant, donc, il y a la grande dette, le surendettement, la crise de surendettement. Dans tous les cas de figure, on voit bien que la seule solution, ça sera l'épargne des Français. Alors, ils ne savent pas comment l'expliquer, le dire, le justifier, mais ce sera bien sur cette base que c'est. Et d'ailleurs, c'est sur cette base que ça tient. Je dirais qu'il n'y aurait pas l'épargne des Français aujourd'hui, ça serait déjà totalement cassé la gueule. Je pense que c'est la seule raison qui fait qu'on n'est pas en B ou en C. C'est le fait que les Français épargnent énormément. Donc en leur faisant peur, ils épargnent encore plus. Donc ils peuvent avoir un peu plus de gabegie par la suite. Donc Nicolas Quipet, c'est un éclair de lucidité. Mais de toute façon, c'est déjà le cas. Comme c'est déjà le cas qu'on est surendetté, comme on ne découvre pas que c'est les élites qui nous ont mis dans cette situation. Tout ça, ça arrive à contre-temps, j'ai presque envie de dire. Ça fait longtemps que c'est comme ça et qu'on va glisser tranquillement. Ce qui est le plus étonnant, c'est que finalement, on nous vend toujours une catastrophe qui va arriver demain, puis elle n'arrive pas demain ni après-demain, mais on glisse. Et on glisse surtout, c'est ce qu'on disait ce matin sur la table ronde sur les médias alternatifs, ce que disait mon ami Nicolas Vidal, c'est-à-dire qu'on sait avec la mondialisation quand même, ces dernières décennies, extraordinairement appauvri. Et ça, c'est une réalité, l'appauvrissement de la France et l'appauvrissement des Français. Donc j'ai envie de dire que la note, là-dedans, on s'en fout. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, justement, il y a une question qui peut se poser au vu des propos des ministres. Effectivement, on a pu voir le ministre de l'économie, Éric Lombard, ou Amélie de Montchalin, de mémoire, qui doit être encore présente parmi nous. Pas dans cette salle, mais En esprit. en esprit, en pensée. On observe des propos de ministres démissionnaires qui, globalement, disent ou n'affirment pas le fait que le FMI ou une forme de troïka pourrait venir, si le budget n'était pas voté dans les temps, imposer des réformes dites structurelles à la France. C'est des propos qu'on peut entendre, mais est-ce que c'est une manière pour toi, est-ce que tu analyses ça d'une manière de dramatiser la situation, d'imposer politiquement un vote de budget, ou est-ce qu'ils savent que ça va arriver d'une manière ou d'une autre et ils tentent, un peu comme on peut le voir dans le tweet de Bayrou, de dire « je vous l'avais bien dit, je vous avais pourtant averti, mais ce n'est pas de mon fait, vous n'avez pas voté ». Est-ce que c'est une manière de se déresponsabiliser aussi ? Là, tu es face à des irresponsables professionnels. Donc, si tu veux, la dernière responsabilité que François Bayrou a prise, c'était de dire à Jean Lassalle qu'il avait besoin de lui pour la présidentielle. Ils avaient 19 ans, ils étaient bourrés, ils étaient en boîte de nuit. C'est le roi Jean qui me l'a raconté. Ça doit être la dernière prise de risque que François Bayrou ait fait. Donc, François Bayrou dans une boîte de nuit, déjà, c'est... Ah, c'est conceptuel, je te l'accorde bien volontiers. Donc, mais en réalité, la Troïka, elle est déjà là. Voyons, la Troïka est déjà là. C'est quoi l'UE sinon une vaste Troïka ? C'est quoi le programme austéritaire sinon l'euro lui-même ? L'euro est quand même la seule monnaie au monde, enfin la seule pseudo-monnaie au monde, qui est livrée avec un fascicule. Vous devez l'utiliser de telle manière, ça le sauvera, parce que c'est la seule monnaie qu'on doit sauver. J'ai jamais vu un Indien me dire « il faut que je sauve les roupies ». Il n'y a que les Européens qui sauvent leur monnaie à intervalles réguliers, alors que c'est l'euro qui devait vous sauver. Donc, le programme austéritaire, c'est l'euro lui-même, parce que c'est à la fois une monnaie et un programme politique. Théoriquement, une monnaie, ça doit pouvoir tout faire, dans la gamme monétaire, bien sûr. L'euro, lui, il ne marche qu'à certaines conditions. Ni le dollar, ni la livre sterling, ni le franc dans le temps, ni qui que ce soit ne marche comme ça. Et la Troïka, elle est déjà là. La seule chose, c'est qu'on vous donne le mythe d'une Troïka pire que la Troïka, juste pour pouvoir vous faire cracher l'oseille. Et c'est là, d'un certain côté, au-delà de l'exubérance du mouvement Nicolas Quipet, que c'est un mouvement tout à fait légitime. Parce qu'à un moment, comment dire, à un moment, vous ne pouvez pas faire l'économie de voir que vous êtes racketté. Car un système où on vous dit « tu craches,
où tu auras des ennuis. En droit pénal, ça s'appelle du racket. Ni plus, ni moins. Alors, il est vrai que le racket a été un peu dévalué, comme voilà, le passage de Andy Garcia à M. Lombard. C'est sûr que la mafia est moins sexy que dans le cinéma, je vous l'accorde bien volontiers. Mais en fait, tout ce système est déjà là. Alors, il augmentera de degrés, mais il ne changera pas de nature. Le système à la grecque est déjà, pas uniquement pour nous, pour d'autres pays européens, le Portugal, quelques autres, tout ça est déjà en place. Et justement, on observe dans une partie de la presse dite mainstream ou économique, Challenge par exemple, j'ai vu un article pour ne pas le citer, présenter la Grèce comme une survivante, une rescapée, mais presque une bonne élève, qui serait l'exemple à suivre, qui après avoir mené des réformes courageuses, aurait retrouvé le chemin de la prospérité. Est-ce qu'on doit entendre ça, ou est-ce qu'il y a une autre réalité derrière qui est bien moins glorieuse, quoi? Prenons deux pays qui ont eu des problèmes austéritaires ces dernières années et qu'on vous vend. La Grèce ne crée toujours pas autant de richesses qu'avant le début de sa mise en coupe réglée. Je vous rappelle ce que c'est le bilan de la Grèce. Le bilan de la Grèce, c'est l'équivalent, si on l'avait fait en France, de 6 millions de départs de Grecs qui sont partis vivre ailleurs, qui seront donc, je dis ça pour les amis de M. Retailleau, grand remplacés par quelqu'un. Au passage, parce que le lien austérité, départ des populations, remplacement des populations, vous devez le faire. Un jeune Portugais sur 3 vit à l'extérieur du Portugal aujourd'hui. Quelqu'un les remplacera. Je vous le dis tout de suite. Donc à un moment, quand vous dévaluez, parce que si vous voulez, vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie, donc vous dévaluez le niveau de vie de votre population. Donc déjà, vous la chassez. Ce qui veut dire au passage que le peuple va crever biologiquement. On est d'accord, hein? Ça ne fera pas de petits. Bon, point. Point 2, la Grèce a perdu 1/3 de son PIB. Elle a perdu la maîtrise de ses entreprises. Et elle n'a survécu qu'en ressuscitant tout un monde mafieux qui vit dans le nord de la Grèce et qui est en réalité les routes interlopes des Balkans. Nous, on va ressusciter quoi en fait, nous? On va ressusciter quoi? Les routes interlopes en France, alors vous me direz, il y en a autour de toutes nos villes, mais malheureusement, on ne peut pas y toucher. Parce que c'est ça qui va conserver de la valeur, pendant que les forces productives vont être écrasées. Alors prendre la Grèce ou le Portugal comme exemple, bravo. Enfin, si vous voulez, je vous renvoie aux travaux sur la Grèce les plus récents d'Olivier Delorme, qui est vraiment l'homme qui connaît le mieux la situation grecque. Alors que assumer que c'est un crime et revendiquer un crime pour vous en faire un programme, il faut du 4 étoiles pour être journaliste de Challenge et vous en balancer de ce niveau-là, hein. Merci Pierre-Yves. Et par ailleurs, et Greg, tu pourras nous en parler de manière plus globale, parce que la question du Frexit, elle ne s'arrête pas à la question de la construction d'un budget et une question de finance, c'est une question démocratique en soi. On voit que la Grèce, on n'en a pas parlé là, mais vous le savez pour beaucoup, qu'il y a eu, comme dans d'autres pays par ailleurs, des vrais chantages de la part de l'Union européenne. Et donc la question démocratique, ça reste une question qui est au cœur du système européen, et qui devrait l'être au cœur, et qui ne l'est pas, évidemment, par construction. Oui, c'est une question qui est fondamentale, parce que c'est une question de principe. On pourrait très bien, même si l'Union européenne marchait, se poser la question de la légitimité d'organisations supranationales, même si ça marchait.
Est-ce qu'on a le droit de remplacer l'expression d'un vote populaire par une superstructure sans demander l'avis aux gens? Alors, on demande l'avis des gens, paraît-il, ça s'appelle les élections européennes. Et ce qui est fascinant avec l'Europe, c'est à quel point elle fait perdre le sens commun des valeurs démocratiques élémentaires à tout le monde. Je vais vous proposer un petit exemple parce que je me suis amusé à choper quelques chiffres. On va faire une petite mise en situation. Imaginez demain, on a un président de la République, allez, histoire de ne pas vous fausser dans votre jugement, c'est pas Emmanuel Macron, mais c'est un mec que vous aimez bien. Il décide de faire une réforme constitutionnelle pour dire à partir de maintenant, la vie démocratique française s'organise comme suit. Tous les 5 ans, le peuple français vote pour des parlementaires. Point. Article 2, ces parlementaires n'ont pas l'initiative des lois. Celui-ci revient à un groupe de hauts fonctionnaires non élus. Point numéro 3, le Parlement, le représentant du peuple, peuvent proposer des amendements. Point numéro 4, ces amendements peuvent être rejetés sans motif par les hauts fonctionnaires non élus. Dans quel pays on considérerait vivre en démocratie? C'est ça qui est fou. Alors je vais vous soumettre un deuxième petit exercice. Parce que l'Union européenne, c'est aussi le lieu où le mensonge se révèle et où la pièce de théâtre se révèle. Imaginez par exemple que vous êtes, je ne sais pas, l'électeur d'un grand parti populiste, de droite, eurocritique mais pas frexiteur, plutôt libéral-conservateur, avec des valeurs un peu traditionnalistes. Ou imaginez, comme ça vous plairait, au choix, que vous fassiez partie d'un parti extrêmement à gauche, qui se définissent comme socialiste, progressiste, etc. Et imaginez que ces deux partis votent plus de 60% de textes en commun tous les ans. Auriez-vous l'impression d'être pris pour des cons? C'est pourtant ce que font le Parti populaire européen et l'Alliance progressiste des socialistes démocrates. 64,5% de textes en commun votés par ces deux formations politiques. Mais reprenons un autre exemple, par exemple. Allez, des fois, on peut admettre qu'on fasse des choses en commun. Mais bon, il y a encore au-dessus, il y a les coalitions. Imaginez que vous étiez toujours un adhérent de la frange dure des LR, du RN, par exemple, ou que vous soyez... vous êtes électeur du Rassemblement national et vous vous apercevez que le Rassemblement national se joint à plus de 50% des commissions proposées par le Parti socialiste. C'est pourtant le cas du Rassemblement national au Parlement européen. N'auriez-vous pas l'impression qu'il y aurait un problème avec notre démocratie? C'est vraiment... Je cite ces chiffres-là parce que si on les appliquait à n'importe quelle échelle infracommunautaire, les gens trouveraient ça, et je pense qu'ils auraient raison, absolument délirant. D'autant plus que ces gens dispensent sur les plateaux le spectacle de la contradiction, de l'attaque ad hominem permanente, du refus de négocier avec la haine, avec les fachos ou avec les woke, mais pourtant, c'est le cas. C'est étrange. Allez, une petite dernière pour la route. Si je vous disais, par exemple, que l'année dernière en France, 51 lois ont été votées, mais que 38 ont été passées par décret, diriez-vous que nous sommes en démocratie? C'est pourtant ce qui s'est passé. 38 des 51 lois votées l'année dernière par le Parlement européen l'ont été votées par ce qu'on appelle une procédure accélérée, sans débat au Parlement. Plus de la moitié. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le royaume de l'illusion et c'est vraiment la force de la grande force de cette Union européenne, c'est d'arriver par le collectif à faire passer des choses que n'importe qui, personne ne pourrait accepter à une échelle nationale. Et on aura probablement d'autres occasions de parler de choses plus précises, comme on en parlera probablement plus tard si on se met à parler de la guerre et de là où on nous emmène. Mais on parlera des votes de la France insoumise sur la Libye, on parlera de la Yougoslavie, on parlera de plein de choses qu'on applaudit des deux mains, et puis quand on est au Parlement européen, on fait l'inverse. Merci Greg. Une réaction, Nicolas, notamment sur cette forme de technostructure qui est pensée presque délibérément pour
capter le pouvoir. Alors peut-être avant réagir par rapport à l'austéritaire tel qu'a pu le développer Pierre-Yves Rougeron, c'est-à-dire que si tant est qu'il y ait un contre-exemple, et c'est très limité, et ça reste dans un cadre européen, donc c'est extrêmement limité, c'est le cas italien. J'ai envie de dire que, et pourtant on ne peut pas dire que j'ai une passion pour Madame Meloni, elle a réussi, là semble-t-il, quelque chose, c'est-à-dire qu'elle a convoqué les commissaires européens il y a 2 ans, elle a expliqué « je vais augmenter très fortement le déficit budgétaire ». Ça va encore creuser la dette. Je rappelle que l'Italie est plus endettée que la France, en pourcentage du PIB, nettement plus endettée, qu'elle est notée B, et ça n'a rien à voir avec notre Brigitte nationale, et que nous sommes encore en A. Or, elle a baissé le coût du travail, les charges qui pesaient sur le travail très fortement. Donc ça a accru évidemment dans un premier temps le déficit, sauf qu'elle va finir l'année 2025 avec un excédent net. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par rapport à nous qui sommes dans une espèce de déficit structurel du budget qui est de 150 à 200 milliards par an, eh bien Meloni, à la fin 2025, et elle est pourtant en B et nous sommes encore en A, eh bien, elle va avoir un excédent net. C'est absolument incroyable. À cela, vous ajoutez une certaine forme de patriotisme italien. Ils peuvent se le permettre. Pourtant, ils sont fondateurs, pères fondateurs avec la France de l'Union européenne, des communautés européennes. Donc, ça ne veut pas dire que l'on peut, et ça ne remet pas en cause le Frexit, mais ça veut dire qu'en plus d'être dans ce cadre extrêmement contraint, je pense qu'il y a avec la France quelque chose qui est de l'ordre du suicide, qui est de l'ordre de l'immolation, qui est de l'ordre du sacrifice. Et donc du sacrifice de quoi? Et là, j'en reviens à la deuxième partie, enfin ou plutôt à ta question, c'est-à-dire le sacrifice de la nation. Le supranational, c'est pas, et c'est pour ça que moi je dis toujours, c'est pas fédéral. Supranational, c'est quelque chose qui est au-dessus des nations. C'est même pas une super nation. C'est autre chose que les nations. Et c'est en effet tout cet empire technocratique, empire et technocratique, je crois que ce sont les 2 termes qui conviennent, qui sont destructeurs de la nation, qui ne reproduisent pas une nation. La preuve, eh bien, elle n'a pas de limite territoriale, elle n'a pas réellement de limite géographique, cette Europe. On rappelle qu'elle peut inclure demain l'Asie centrale, elle peut inclure la Turquie par exemple, sans que ça ne dérange personne. Par contre, elle exclut la Russie, qui pourtant, dans sa partie toute occidentale, est totalement européenne aujourd'hui. Donc, on a affaire à un monstre qui est là, qui n'est même pas là pour produire quelque chose, si ce n'est du néant, sur les cendres et sur les tombes des nations. Voilà. Pierre-Yves et Antoine, est-ce que on peut considérer que, pour réagir à ce que vient de dire Nicolas, est-ce que le succès relatif de Meloni peut être vraiment considéré comme véritable, ou est-ce que ça tient lieu à une politique intérieure au sein de ces entreprises, Non, mais attends. de sa structure, etc. Alors, déjà, parce qu'il faut éviter de se galvaniser avec les illusions de la droite française. C'est-à-dire que, et si vous remontez dans votre mémoire, la droite française, moi j'avais annoncé pendant la crise grecque la tsipracisation des droites européennes. La droite française, et y compris les médias dits alternatifs de droite, se sont mis à 4 pattes devant Scholz. Beau résultat, hein. Je vous rappelle que Scholz, pour les remercier, quand il est reparti, vous savez qui est la dernière personne qui l'a honoré à titre officiel? Alexander Soros. On vous a fait la même coup avec Wilders, qui a mis 48 heures à baisser son froc. On vous a fait le même coup avec Salvini. Moi, j'ai travaillé avec Salvini. Donc, je peux vous assurer que les limites du personnage, on les trouve vite. Et là, en ce moment, c'est Meloni. Meloni, il y a trois points à savoir. Premièrement, l'Italie, qui est surintégrée en termes de modèle industriel à l'Allemagne, il faut le savoir, particulièrement l'Italie du Nord, a passé un pacte qui, malheureusement, dans l'histoire italienne, ne leur a pas toujours souri, c'est-à-dire d'être l'auxiliaire économique de l'Allemagne dans le but de pouvoir avoir notre peau. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé.
Deuxièmement, Madame Meloni, en légalisant l'immigration illégale, parce qu'en effet, elle a liquidé l'immigration illégale. Maintenant, tous les migrants sont légaux. Elle en a fait venir plus d'1 million en quelques années. Et quand vous voyez les coûts du travail en Italie, en effet, c'est très facile de faire baisser les coûts du travail dans un pays qui, je vous le rappelle, se désertifie à vitesse grand V. C'est l'un des pays qui disparaît le plus à l'échelle du monde, avec le Japon et la Corée malheureusement. Donc là, pour le coup, il y a, contrairement en France où il y a un grand côtoiement avec l'immigration, en Italie, il y a un vrai grand remplacement. La seule intelligence de Meloni, c'est qu'elle a su parier. Alors il y a énormément de subsahariens d'immigration qui pourraient poser problème dans certains contextes, mais elle a aussi fait venir, et ça vous le voyez si vous suivez l'actualité italienne, énormément d'immigration à bas coût asiatique, dans laquelle les boîtes italiennes se servent pour l'instant. Ça durera ce que ça durera. Après, d'avoir une embellie conjoncturelle est possible pour à peu près tout le monde. Emmanuel Macron, d'ailleurs, pourrait tout à fait sortir certains chiffres qui vont mieux que sous Hollande. Le problème, c'est où est-ce que ça mène? Est-ce que Madame Meloni, comment les Italiens de 20 ans regarderont Madame Meloni dans une quinzaine d'années? Je vous le dis tout de suite, comme quelqu'un qui a vendu leur pays et que leur pays aura certainement largement disparu. Moi, si vous voulez, mes représentants en Italie me le disent bien. Aujourd'hui, l'Italie est dans un tel état que la désertification biologique se voit. Donc qu'on le veuille ou pas, Giorgia Meloni fait partie des fossoyeurs de l'Italie. Et ça, malheureusement, tout comme Kunz, tout comme Salvini, tout comme Wilders, il fallait avoir le courage de l'annoncer avant. Et à la fin des fins, comme disait un grand patriote français, Philippe de Villiers, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Ultime point, et c'est là où je serai en accord, c'est qu'il y a une particularité française. C'est que vous avez dans tous les secteurs de l'opinion en France, extrême gauche, extrême droite, droite, centre, particulièrement centre historiquement, gauche, une francophobie radioactive. Et malheureusement, c'est pour ça que quand vous mettez au Parlement européen des gens futiles alternatifs, ils commencent à collaborer tout de suite, car comme disait Winston Churchill, mettez le maximum de Français dans une organisation internationale, ils ne serviront pas l'intérêt de leur pays. Je terminerai par une citation d'un haut fonctionnaire européen le jour où j'ai mis les pieds dans les institutions européennes, qui regardait le groupe Front National fraîchement élu, et je le dis, je n'ai vu que 2 hommes respectés par les eurocrates quand j'y étais. Farage, Philippot. Point. Tout le reste était traité par le mépris, et je vais vous dire pourquoi. Parce que cet homme a dit devant une assemblée frontiste médusée, parce qu'ils croyaient qu'ils avaient gagné, ils avaient 24 députés. Et il a eu cette phrase magnifique, « Je ne vous en veux même pas, nous vous rachèterons ». Oui, c'est terrible d'entendre ça, non mais clairement. Et c'est la même chose, je vais revenir sur Meloni, le patriotisme italien. Quand Mario Draghi dit qu'il veut un État européen, voilà, et qu'elle applaudit des 2 mains, pour moi, c'est pas du patriotisme, mais ou alors c'est une frange de patriotisme que je ne connais pas. Mais je reviens aussi sur la supranationalité, parce qu'on en est là, l'État européen, c'est ça. Le supranational, c'est une entreprise de destruction des nations. Pourquoi? Parce que le supranational, c'est la haine des nations. L'internationalisme, ce qui est différent, l'internationalisme, c'est l'amour des nations, puisque c'est être entre nations. C'est complètement différent. Et comme c'est une entreprise de destruction des nations, comme la souveraineté, la démocratie ne dépend que de la nation, c'est comme ça qu'on l'a pensé, c'est ce que disait le général de Gaulle, mais c'est comme ça que la Révolution française l'a pensé, évidemment qu'après, en détruisant les nations, forcément, il n'y a plus de démocratie. Et il n'y a plus de démocratie en France, on peut le dire assez clairement. Je vais faire une citation de quelqu'un de moins... Voilà, mais c'est Coluche qui disait « Si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit ». Voilà, mais on en est là.
Alors justement, on peut peut-être en profiter pour passer le message de Philippe Béchat qu'on n'a toujours pas entendu, mais qui oui. peut-être a On a le retrouvé. son, là? On a le son. Peut-être, oui, oui. C'est ça, c'est bon. Normalement, on a la. Philippe, un commentaire. Voyons voir. Je pense qu'il faut que je repose la question qui a été écrite. C'est ça. Hein. Alors Philippe, vous avez récemment tweeté « Notre modèle est à l'agonie, lieu tend vers l'URSS ». Pouvez-vous expliciter, s'il vous plaît, Monsieur Béchade? Oui, alors, toujours pas. Bon, voilà. Je sais pas. Philippe n'a pas perdu sa créativité depuis son premier passage. Hein. Décidément. Impressionnant. Bon, je pense que... Faut vraiment qu'on ait le son, ça va faire Édouard Philippe sinon. Hein. Il faut faire un... Ah, il y a... Bon, bref. Non, on l'a pas. Non, je pense que... Bon, eh ben écoutez, en tout cas... C'est pas grave, t'inquiète pas. Ce sera la post-prod. Hein. Oui, c'est ça. On fera du lip sync et puis voilà. Vous pouvez l'enlever, ça me fait bizarre d'avoir Philippe qui parle derrière moi, même s'il est muet. Mais... Bon, on se pose donc cette question, enfin le constat est de toute façon clair, on sait qu'il y a des moyens de coercition qui sont installés depuis 1992, mais qui ont été renforcés. Je ne sais pas si quelqu'un veut les développer, mais les critères de Maastricht, évidemment. Maintenant, depuis le traité de Lisbonne, le two-pack, le six-pack, voilà, le semestre européen, on a quand même des sujets de coercition qui sont permis par les instances européennes. Il me semble même que la France est déjà en procédure de déficit excessif, qu'elle en est à moitié sortie il y a quelques mois, mais elle est toujours sur surveillance. Elle a été, d'ailleurs, elle va sans doute y retourner. Il faut savoir que la Commission peut proposer que la France soit condamnée si elle ne suit pas ses propres recommandations à 0,2% du PIB. C'est-à-dire que dans un pays qui est d'ores et déjà affaibli, qui a du mal à boucler son budget, s'il ne suit pas le doigt sur la couture du pantalon, ce que lui intime l'Union européenne et la Commission, eh ben, 0,2%, ça fait à peu près 5-6 milliards d'euros. 6 milliards et demi d'euros. Donc ça commence à faire un petit peu mal, surtout quand on est en incapacité de boucler un budget. Comment vous observez ça et comment vous observez aussi le fait que on n'arrive pas à boucler ce budget et pourtant on observe 40 milliards d'économies, ce qui est quand même ce qui semble important, mais on a l'impression que les économies ne sont pas faites là où elles devraient l'être. Et justement, tu voulais parler de la guerre, il y a aussi ce sujet, quoi. Oui, elles ne sont pas faites là où elles devraient être faites. Ils veulent qu'on réduise encore. J'ai encore mes petits chiffres, là. C'est mon côté France Inter, là. Je suis en forme sur ça. On fait un peu le bilan, alors. Sur quoi il faut qu'on gratte? Sur la santé? Donc si on regarde depuis 1993 et les recommandations de l'Union européenne sur la baisse des dépenses liées à l'hôpital, on a perdu 103 000 lits. Pour en virer combien? On est passé, suite aux demandes de l'Union européenne, de 1369 à 461 maternités. Faut faire quoi? Faut accoucher à la maison parce que c'est complexe. Et encore, on nous demande encore de réaliser des économies de 11 milliards sur les dépenses de santé. Et là, je cite ce que dit l'UE, parce que ce n'est même pas caché, afin d'améliorer les marges bénéficiaires de certaines entreprises. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, eux, s'en sortent très bien. Ils ont fait 1000 milliards d'euros de profit en 20 ans. Mais par contre, le français s'en sort moins bien parce qu'il est en pénurie de 3000 médicaments, dont certains qui sont des médicaments vitaux. Faut qu'on fasse quoi? Faut qu'on raque sur le logement, qui, je le rappelle, est un droit constitutionnel depuis 1946. Hein oui. Ça va être compliqué parce qu'on a déjà 15 millions de personnes qui n'ont pas de logement ou qui n'ont pas de logement digne. Le nombre de personnes sans domicile a doublé depuis 2012. Faut qu'on raque où encore?
Et ça, c'est directement la demande de réduction de dépenses publiques qui a fait qu'on rogne sur les HLM, qu'on rogne sur les APL, qui crée cette situation-là. Il faut rogner sur quoi? Sur l'industrie. S'il nous en reste, ça va être un peu compliqué. Depuis 1980, on a perdu 2,2 millions d'emplois. On ne peut pas en enlever plus que ce qu'il en reste. Faut raquer sur l'agriculture. Le revenu moyen en France d'un agriculteur, la part du revenu qui provient de la PAC, c'est 70%. Faut faire quoi? Faut faire une mise au-dessus. Ça s'appelle une mise sous curatelle. Ça existe, mais c'est pas pour les agriculteurs normalement. Je vois pas où on va pouvoir. Gratter en fait. Mais il faut toujours plus. C'est très compliqué. Alors bien sûr, il y a la retraite, dont tous les médias nous ont dit bien évidemment que c'était du complotisme. C'est-à-dire que là aussi, on est dans le domaine de l'irrationnel. C'est-à-dire que vous avez une réglementation européenne qui vous dit que c'est un truc qu'il faut faire, qui vous explique qu'il faut le faire, qui vous met le montant de l'amende si vous le faites pas. Mais vous avez des journalistes du service public qui vous disent non, c'est purement... c'est comme ça, vous le suivez ou vous le suivez pas. C'est encore une fois, ça relève de cette exception européenne du mensonge qui déjà est étonnante sur le plan national, mais dès qu'on touche l'international, devient complètement sidérante, quoi. Alors, oui, on parlait de la guerre, oui, parce qu'effectivement, il faudra peut-être financer la guerre aussi. Il faudra peut-être la financer, parce que l'Europe, elle aime bien faire la guerre. Et comme on le disait tout à l'heure, oui, Jean-Luc Mélenchon, je le cite lui parce que les autres, c'est pas parce que je veux m'acharner sur lui, c'est parce que les autres, ça nous étonne pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est le PS, on n'est pas étonné. Mais oui, Jean-Luc Mélenchon, pendant qu'il critiquait l'interventionnisme américain, qu'il critiquait les guerres menées par Washington, a posé sa signature sur le texte demandant d'isoler militairement et politiquement Mouammar Kadhafi dans un processus de démocratisation. Chacun comprendra l'image de l'UE. Ah, alors là, on a le son et on n'a pas l'image. Enfin, bref, de démocratisation de la Libye. Ils nous ont refait le même coup avec l'Ukraine. Le Rassemblement national et la France insoumise se targuent d'un discours modéré, voire même pro-russe, quand on voit étrangement Mélenchon citer, et Dieu sait que je ne suis pas un pro-Zelensky, mais les arguments, les analyses sur la constitutionnalité du maintien au pouvoir de Zelensky qui sont foireuses, en fait. Mais pourtant, sur le plan, lorsqu'il y a des élections, eh bien, la NUPES et Jean-Luc Mélenchon demandent, pour les dernières élections européennes, un soutien militaire et logistique intégral de l'Union européenne envers l'Ukraine, jusqu'à la restitution de tous les territoires annexés depuis les années 2000. Ce qui veut dire une guerre atomique, puisqu'ils ne rendront pas des choses qui leur appartiennent depuis trop longtemps. Donc, c'est toujours pareil, c'est Manon Aubry qui pourfend van der Leyen, mais dès que les caméras s'allument, elle fait les ciseaux, on ne sait pas pourquoi. Et puis après, elle propose sa motion de censure. Alors, il y a une motion de censure, elle dit non, 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 on ne la vote pas. Puis quand on s'est bien assuré que mathématiquement, parce que tout le monde s'est prononcé, ça ne pourrait pas passer, alors là, elle en propose une. Là, elle en propose une parce qu'elle sait qu'elle n'aboutira pas. C'est toujours, encore une fois, la révélation du mensonge permanent. Et peut-être que s'il y a une chose pour laquelle nous devrions remercier l'Europe, c'est que là où nos médias ne font pas le travail, quiconque s'intéresse un peu au sujet européen, il voit peut-être le plus grand, le révélateur le plus flagrant de la trahison des élites. Là, c'est vrai que si on peut le manquer sur France Inter, c'est assez difficile de le manquer quand on regarde les débats du Parlement européen. Ouais. Là, c'est peut-être qu'un jour, on aura à les remercier pour ça. Alors, attends, est-ce qu'il est là? Alors, justement, Philippe, Philippe, tu as interrompu Greg, mais tu es là. Ah non, par contre, c'est une vidéo enregistrée, il ne peut pas répondre. Non, tu es là, Philippe. Donc, tu as récemment tweeté « Notre modèle est à l'agonie ». L'UE tend vers l'URSS. Est-ce que vous pouvez expliciter, s'il vous plaît, Monsieur Béchade? Je crois que chacun comprendra l'image de l'UE-RSS dans la mesure où la liberté d'expression est remise en cause par tous les moyens et des procédés parfois d'une grande malhonnêteté, comme on l'a vu en France, avec la censure de contenus parfaitement exacts et véridiques durant la crise du Covid, et puis depuis également le début du conflit
russo-ukrainien, remise en cause donc de la liberté d'expression, des médias complètement aux ordres, et puis économiquement, alors l'Europe est en train de couler. Alors, elle coule pas à pic, c'est un lent naufrage avec une croissance qui peu à peu s'étouffe, autour de zéro en 2025, alors que les États-Unis caracolent entre +2, +3. En fait, depuis l'avènement de l'euro, de la monnaie unique et de l'enterrement, on va dire, de toutes les souverainetés monétaires, législatives, désormais diplomatiques également, puisqu'on a une Europe complètement inféodée, complètement vassalisée par les États-Unis, hein, et qui suit la feuille de route de l'OTAN. Cette Europe ne sait que produire des normes, davantage de réglementation, des taxes, alors qu'aux États-Unis, eh bien, ça reste quand même le point d'origine de toutes les grandes révolutions technologiques et sociétales. Alors, je ne dis pas que toutes les révolutions américaines sont enviables et qu'on doive les transposer. Enfin, l'Europe ne crée plus rien qui lui donne un leadership au niveau mondial depuis pratiquement l'an 2000. Donc oui, le modèle européen est complètement à bout de souffle. Et moins l'Europe fonctionne, plus vous entendez évidemment cette musique. Il faut plus d'Europe. Merci Philippe. Justement, pour réagir un petit peu à ce que nous dit ici Philippe Béchade, plus de normes, plus de taxes, il y a aussi un sujet dont on parle peu, c'est celui de la taxonomie, j'allais dire, européenne et de la recherche de ressources propres. Parce que quand on dit qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'argent en France, dans le même temps, il y a des demandes d'augmentation de budget européen qui sont assez faramineuses. Et on nous avait promis que l'Europe allait se doter de ressources propres. Est-ce que c'est un mirage et est-ce que c'est une bonne chose? Je suis sûr que la réponse est déjà dans la question, à mon avis. Alors, on va être très simple. L'Union européenne ne produit rien, ça vous le savez, et elle vit avant tout à vos crochets, c'est la fameuse taxe TVA, je passe. Bon. Or, ce qu'il faut bien comprendre, quand l'Union on vous dit « je vais me faire des ressources propres », ça ne passera, parce que j'entends particulièrement dans une partie de la droite cette petite musique, ça ne passera jamais par le retour d'un tarif extérieur commun. Jamais. L'Union européenne a une croyance religieuse dans le libre-échange. Donc dès que ça va mal, elle fait un nouvel accord de libre-échange avec quelqu'un. Le prochain au tourniquet, c'est l'Inde. Et avec toujours la même méthode de négociation qui nous a si bien réussi ces dernières années, c'est-à-dire soit se coucher complètement, soit vendre la peau de l'agriculteur français pour que Gunther puisse vendre une bagnole. Bon, là... Et attention, tout ceci n'aura qu'un temps. Parce que, allez, admettons, l'UE voudrait faire, admettons, là encore, Greg l'a très bien dit, quand bien même ça marcherait contre nous. Je vais vous donner un exemple. Allez, on fait un tarif extérieur commun et on va faire passer ça sur le compte des droits de l'homme et de la lutte contre la grande méchante Chine. Hein, c'est la version actuelle du péril jaune. Très bien, ok. La plupart des emplois perdus en France sont perdus au profit de pays d'Europe de l'Est avec notre pognon. Donc vous allez sanctionner des pays vers lesquels il n'y a plus les grandes vagues de délocalisation. Les grandes vagues de délocalisation asiatiques, elles sont finies. C'est con, hein? Là, pour le coup, le plus dangereux que Pékin, pour nous, Varsovie. Et tous ceux qui veulent, disons, du bloc européen fermé, sont autant que les libre-échangistes des ennemis de la France. Donc, de deux choses l'une. Quelle que soit la méthode,
Parce que la deuxième méthode, vous la connaissez, c'est l'impôt européen. Donc, de toutes les manières, toute ressource propre de l'Union est une cible sur votre portefeuille. Bon, vous en avez question, est-ce qu'on n'en a pas marre que pour être français, être un bon Européen, ça veut dire voir les migrants qui arrivent, l'usine qui part et le portefeuille qui se vide. Parce que pour l'instant, être un bon Européen, c'est ça pour nous. Si tu me permets encore une phrase. Et je conclurai quand même par un point, c'est que vous en ferez ce que vous en voulez, mais je vous demande votre réflexion. Je vois monter, au-delà d'un européo-occidentalisme depuis le début de la guerre d'Ukraine, d'une débilité profonde, parce que ça va nous revenir en pleine figure, car je vous rappelle que l'UE, Greg l'a très bien dit, elle veut faire la guerre, mais elle veut faire la guerre pour quelle raison? Parce qu'elle veut utiliser votre épargne et le sang de la jeunesse ukrainienne comme mortier pour l'Europe fédérale. Donc n'oubliez pas, tout pas que l'Europe fait en avant est un pas en arrière pour notre peuple. Vous en ferez ce que vous en voulez, mais gardez-le à l'esprit. Antoine, justement, est-ce que l'impôt européen, déjà, est possible, j'allais dire, outre techniquement, mais est-ce que le consentement à l'impôt n'est pas déjà voilà, suffisamment éprouvé et est-ce qu'il y a un affectio societatis suffisant pour... Est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible avec eux. On va être assez clair, tout est possible avec eux. Donc c'est à ça qu'on les reconnaît, tout à fait. Ça ose tout. 40 ans à nous expliquer que le nationalisme c'était mal pour aller défendre les anciens nazis d'Ukraine, c'est quand même compliqué. Oui, mais il n'y a qu'un nationalisme qui est pas bon, c'est le nationalisme français. Hein. Oui. Ça a toujours été comme ça, hein. Toujours celui-là. C'est celui-là qu'ils veulent combattre. Hein. Non, mais et en plus quelque chose d'impôt. Non, mais c'est vrai, ça a toujours été comme ça depuis 44, même avant. Mais les Américains ont commencé par là. L'impôt européen, moi, ça me fait penser, je voulais revenir dessus, mais les ressources en commun, ou la dette commune. Olaf Scholz, au moment de la dette commune du Covid-19, avait dit quelque chose de très intéressant. Il avait parlé de moment hamiltonien. Donc, tout le monde était passé un peu à l'as, parce que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui, mais un moment hamiltonien, ça faisait référence au... Vous savez comment la création des États-Unis a été faite, comment ils se sont fédéralisés, comment ils ont créé un État fédéral. C'est en 1790, car justement, Hamilton a mis en commun la dette de tous les États fédérés. C'est comme ça qu'ils ont fait. Donc, une dette commune, dans son esprit, ça veut dire un État européen fédéral. C'est tout ce que ça veut dire. On en est là. Un impôt européen de ressources propres, ça veut dire ça. Deuxièmement, sur le libre-échange, quelque chose d'assez simple, c'est De Gaulle qui l'avait dit à Perfit, vous pouvez le trouver dans C'était De Gaulle. Perfit qui lui parle du marché, qu'est-ce qu'on peut faire du marché? De Gaulle lui avait répondu, mais Perfit, le marché, il n'est pas indépendant, le marché, c'est les Américains. Donc si on parle de libre-échange, si on parle de marché, derrière, c'est l'impérialisme américain, c'est la main américaine qui est derrière. C'est tout. Voilà. C'est assez simple. J'espère que vous... Voilà. J'allais dire... alors, Olaf Scholz, effectivement, a parlé de ce moment hamiltonien. On a vu une longue résistance de l'Allemagne jusqu'alors pour un endettement en commun. On se doute pourquoi. Est-ce que... Oui, on se doute pourquoi. C'est dans les cartons depuis très longtemps. Je vais reciter une phrase, c'était Denis Kessler. Denis Kessler, c'était un ex-vice-président du MEDEF, un grand patron, etc., qui avait dit... Bien sûr, oui, tout à fait. Il était vice-président du MEDEF et il avait fait une interview, ça devait être chez Challenge, je ne sais plus. Ça date de 2007. Décidément, Challenge. Oui, mais ça date de 2007. On lui avait demandé, mais quel est le programme? En gros, quel est votre programme? Quel est le programme du MEDEF? Quel est le programme du grand patronat français? Quel est le programme? Il lui a dit un truc très simple, mais c'est magnifique parce que c'est quand même écrit noir sur blanc. Noir sur blanc, le mec n'a pas tremblé du tout. Il a dit, le programme est simple, nous voulons détruire tous les acquis du CNR. Voilà le programme. Ça les emmerde. Bien sûr que c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux. Mais ça fait...
Ils en rêvent depuis des années. L'UE leur offre cette possibilité sur un plateau. Encore une fois, le but de tout ça est la destruction des nations, et plus particulièrement le but est la destruction de la nation française, qui est un contre-modèle qui les emmerde depuis sa création. Le vrai combat n'est pas européisme ou race blanche, etc., qui sont des conneries. Le vrai combat est plutôt contre le modèle anglo-saxon. Il faut se le mettre en tête. Les anglo-saxons veulent détruire le modèle français depuis des milliers d'années déjà, et d'autant plus depuis une centaine d'années. Les Américains ne sont pas venus nous libérer en 1945, ils sont venus pour nous mettre sous coupe réglée. C'est assez simple, maintenant c'est prouvé, on peut le trouver partout, c'est pas du complotisme, c'est écrit partout. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, pardon. Une réaction justement sur cette nécessité qui apparaît quand même. On peut parler d'austérité, de démocratie, mais et démocratie surtout, c'est quand même le sens même de pouvoir décider pour soi et de ne pas être sous la coupe d'un modèle qui est aux antipodes de ce que l'on est presque anthropologiquement en fait. Comment vous pensez que la France peut s'en sortir déjà si elle ne sort pas de l'Union européenne? À un moment donné, ça semble l'évidence même, sans préjuger que ça se passe bien, que ce soit un tapis de rose. Effectivement, c'est un autre sujet, mais ça semble un préalable. Greg, par exemple, ça semble un préalable que les gens n'ont pas forcément encore en tête. Comment est-ce que tu penses qu'il est possible d'articuler les conséquences concrètes que ressentent les gens sur leur pouvoir d'achat, un déclassement généralisé, et leur faire comprendre le lien de cause à effet entre ce déclassement et l'appartenance à l'Union européenne? Je crois que le temps de la théorie est dépassé depuis très longtemps. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens, si les gens ne voient pas qu'ils sont devenus pauvres, je ne vois pas véritablement ce qu'on va pouvoir faire de plus. Le ras-le-bol est dépassé. Maintenant, il manque la petite étincelle qu'il y a en ce moment dans d'autres pays et qui se transforme en grand feu. Mais non, je ne pense pas que ce soit une question. Je pense qu'il n'y a pas plus de pédagogie à faire, quoi. Alors, on peut faire des petits exercices pédagogiques, comme j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais je crois qu'à un moment, il va falloir identifier les responsables et puis les dégager, manu militari. Et ces responsables, ils sont devant nous. Ils sont devant nous parce que on a cette technocratie européenne, mais on a aussi une spécificité française, c'est qu'on a plus que beaucoup d'autres pays du monde une bourgeoisie qui demande à collaborer tout le temps. On n'a pas une bourgeoisie anglo-saxonne, on n'a pas une bourgeoisie Et ça n'a pas attendu lieu, hein. On va pas parler de ça, et on va pas faire du marxisme, mais ça n'a pas attendu lieu. On a une bourgeoisie qui n'est pas une bourgeoisie anglaise, qui n'a pas fait de grandes aventures industrielles, dont on pourrait critiquer le modèle économique, mais qui a quand même fait ça. On a une bourgeoisie de traîtres qui ne rêve que de singer l'aristocratie et vivre de rente. Et donc ces gens-là ont toujours trahi. Ils n'ont pas trahi qu'en 40, ils ont trahi avant, ils trahiront après. Et ils traduisent depuis... Laurent Henninger dirait les ducs de Bourgogne, c'est le début de l'anti-France. Bon, on va pas monter jusque-là, tu vois, mais il faut vraiment identifier... on a un problème en France à se débarrasser des traîtres parasites. Oui, et Macron est la quintessence de cet esprit-là. Il est la quintessence de cet esprit-là. On est ce peuple très spécial qui est à la fois la fusion entre un courage et une insolence inouïe face à la domination, tout en étant plus que n'importe quel autre peuple, ou beaucoup de peuples parasités par un esprit de collaboration qui vient vraiment de cette bourgeoisie, quoi. C'est très... Alors, quand je parle de bourgeoisie, je ne parle pas nécessairement que dans une dimension marxiste, hein, mais je dis bien cette classe de traîtres historiques, vraiment.
Il faut les identifier, il faut les virer. Ils sont au pouvoir. Et encore une fois, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. On a un président de la République qui nous insulte toutes les semaines. Il nous a dit qu'on était sale. Il nous a dit qu'on n'avait pas de dents. Il nous a dit qu'on ne savait pas traverser une rue. Il nous a dit qu'on n'était rien. Il nous a dit qu'on était réfractaires. Il nous a dit que notre culture n'existait pas. Il faut faire quoi de plus? Au bout d'un moment, on cherche aussi. Donc, il les a toutes faites. Donc, c'est vrai que là, je crois que l'heure n'est plus à faire comprendre aux gens. C'est visible, quoi. C'est visible et la révolution ne s'invite pas. Elle ne s'organise pas dans des boucles Telegram le 10 septembre. Elle ne reprend pas le 18. Elle est continue et elle est un petit peu plus violente que beaucoup de choses que nous avons vues, même si, bien évidemment, je n'appelle absolument pas à la forme de déclaration des droits de l'homme. Elle est un petit peu plus violente que toutes les dernières manifestations que nous avons eues. Et parce que je crois malheureusement que le peuple, c'est-à-dire ceux qui vivent le réel, est un petit peu désespéré depuis les Gilets jaunes, malheureusement. Nicolas. Oui, je vais être bref parce que ça tire à sa fin. Sur la bourgeoisie, revenir sur ce que dit Greg, je ne sais pas si elle irait aussi loin, mais pour moi, oui, c'est la bourgeoisie. Mais la bourgeoisie, c'est le projet révolutionnaire. La révolution, c'est la République. Je ne vois pas comment on peut dire les choses autrement. C'est-à-dire que ce projet auto-sacrificiel de la bourgeoisie française, il la pousse aujourd'hui, elle va au bout. C'est pour ça que de toute façon, c'est bien la nation qui est attaquée. Et République française, je pense qu'il y a antinomie dans les mots. Il faut choisir aujourd'hui. Et la France, c'est autre chose que la République telle qu'elle se subsume aujourd'hui. Alors peut-être que la bourgeoisie est frappée d'une forme d'autonécrose narcissique, enfin peut-être, mais ça reste quand même une nécrose. C'est-à-dire que nous sommes un pays aujourd'hui profondément nécrosé par les fausses valeurs que nous avons, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'étincelle en France par rapport aux autres pays, parce que toutes les autres bourgeoisies, même si elles ont pu subir l'attraction, la séduction de la bourgeoisie française, à un moment donné, son instinct de survie revient. Alors que nous, je pense que nous sommes bons pour le suicide. Donc c'est toute la bourgeoisie dans un véritable acte révolutionnaire. Pas besoin d'être marxiste, mais un acte révolutionnaire qu'il faut en effet les considérer comme des traîtres. Et les traîtres, on en fait ce qu'on doit faire des traîtres. Voilà. On va bientôt conclure. On va bientôt conclure parce que les prises de parole vont bientôt avoir lieu dans une autre salle. Un dernier mot chacun pour conclure. On a quand même une forme d'accélération de l'histoire. On ne sait pas de quel côté la pièce va pencher, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que structurellement, l'Union européenne ne peut que s'effondrer telle qu'elle est bâtie et il est de notre rôle de mettre le coup de pied final. Ouais, ou de Antoine ou... Est-ce qu'elle s'effondrera Je ne suis pas du genre... je ne suis pas hegelien là-dessus. Je ne vais pas être sur la ruse de la raison, vous savez. Tout arrivera quand ça doit arriver, etc. Donc qu'elle s'effondre d'elle-même structurellement, peut-être, mais j'ai pas envie de faire ce pari-là. J'ai pas envie de faire ce pari-là. Je préfère foutre le grand coup de pied dedans, personnellement. Je préfère qu'on foute le grand coup de pied dedans. J'ai pas envie d'attendre qu'elle s'effondre d'elle-même. Je préfère vraiment qu'on foute le coup de pied dedans, personnellement. Qu'on n'attende pas les autres non plus. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il faut changer l'Europe de l'intérieur, je ne vois pas pourquoi on attendrait les autres. Si on est souverain, si on doit récupérer notre souveraineté, c'est aux Français de demander. Je ne vois pas pourquoi on demanderait à des peuples étrangers s'ils veulent changer, etc. Ça ne m'intéresse pas. Donc ça changera de... J'espère... Il faudra foutre ce coup de pied nous-mêmes. C'est tout simplement... Moi, je voulais revenir vraiment 2 secondes sur la bourgeoisie. Il y a un truc très simple. Elle trahit depuis beaucoup plus longtemps. C'est ce qu'on disait avec Pierre. Elle trahit depuis beaucoup plus longtemps. Déjà, du temps de Jeanne d'Arc, elle trahissait déjà. Pour une raison assez simple, c'est ce que disait l'éternel Jean Cau. Il disait l'aristocratie et le prolétariat ont un truc en commun, c'est qu'ils ont la terre en commun. C'est ça qu'ils défendent la terre, l'aristocratie défend la terre, le prolétaire vit de la terre, le paysan vit de la terre. Le bourgeois, il vit de l'argent. L'argent, c'est international, il n'a pas besoin de la nation. Il n'a pas besoin de la nation, le bourgeois.
Comme disait, aujourd'hui c'est encore pire. Et en plus, la bourgeoisie française a ce truc incroyable, a toujours été fascinée par les peuples étrangers. Ça a été l'Angleterre, ça a été l'Allemagne, aujourd'hui c'est les États-Unis, avec cette phrase du grand philosophe Raphaël Glucksmann, grand philosophe devant l'éternel, non, et de père en fils en plus, je me sens plus proche des gens à New York qu'en Picardie. Et j'ai envie Oui, de lui dire, incroyable, va hein. habiter à New York, tu ne nous manqueras absolument pas. Voilà. Voilà. C'est toujours problématique de prendre la parole quand on a convoqué Raphaël Glucksmann. l'Auguste Raffi, donc je vais essayer de ne pas être trop impressionné. Vous savez, l'avantage de notre temps, particulièrement face à l'Union européenne, c'est que grâce à l'Union européenne, tout est faux. Donc tout éclair de vérité, fût-il le plus petit possible, donne une lumière très crue. Et l'échiquier, en fait, est très simple. Les cochons grognent, les scorpions piquent, et eux, ils trahissent. Vous ne pouvez pas leur en vouloir. D'un certain côté, ils sont nés pour ça, et c'est ce qu'ils font le mieux. Donc eux, on sait à peu près ce qu'ils vont faire. L'Union européenne va passer directement de Brejnev à Boris Yeltsin. Elle n'aura ni son Tchernyenko, ni son Gorbatchev. Elle va se momifier. Ça se voit dans les futurs règlements sur la liberté d'expression, parce qu'elle va vouloir conserver le monde ancien, le monde béni, vous savez, de la mondialisation heureuse. Bernard-Henri Lévy, Alain Minc, Parti démocrate, enfin je vous la fais courte. Donc elle va devenir le grand mur de l'Ouest, vous voyez ? Le grand mur derrière le grand cimetière et le grand hospice. Bon, et bien sûr, tout ça avec votre pognon, parce que bon, faut pas, hein, bon, vous n'allez pas les faire bosser quand même. Bon, hein, on n'est jamais que ce qu'on est. Donc, résultat, eux, objectivement, dans l'échiquier, on sait exactement où ils vont aller. La question, c'est où est-ce que nous allons aller ? Nous, on va aller sur 3 grandes lignes. Soit l'effondrement psychique des populations, c'est-à-dire on va courber les chines, et courber les chines, attention, ça peut prendre un certain temps, des décennies, des siècles. Vous avez des peuples de courbeurs des chines. On n'en était pas, mais on peut le devenir. Vous avez une autre voie qui est celle d'attendre éternellement que quelqu'un fasse le travail à notre place. Toute la droite française et la gauche française vit là-dedans. Ah, vous allez voir qu'en Wilders, finalement, il n'y a qu'un seul peuple qui s'est pris en main ces 30 dernières années. Quoi qu'on en pense, c'est les Anglais. Et le souci, c'est que tant qu'on attend que quelqu'un fasse le travail à notre place, pendant ce temps-là, les horloges, elles arrivent à l'heure. L'horloge de l'effondrement démographique, l'horloge du déclassement technique, tout ça, ça arrivera à l'heure. Et il nous en reste une troisième. Et si vous suivez la voie que l'un des peuples qui est historiquement les plus proches de nous, qui est le seul exemple que nous avons au moment où nous parlons, qui sont nos amis britanniques, affrontement, tumulte, et ensuite grande épreuve, puisque l'acte 2 du Brexit débute sous vos yeux ébahis, entre les mains de Nigel Farage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne a retrouvé sa conflictualité politique, ce qui est normal, elle sort d'un sommeil de mort. Nous, on n'a pas de conflictualité politique, mis à part M. Mélenchon, les cheveux bleus, les punks à chiens et leurs animaux. Et je ne parle pas uniquement de Mathilde Panot. Mais, or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, ce n'est pas de la conflictualité. C'est de la kermesse CGT. D'accord ? Ce n'est rien d'autre. Donc, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la vie étant un effort, le coup de pied au fond de la piscine nous coûtera. Mais comme disait mon regretté ami, un grand souverainiste, mon regretté ami Norman Palma, each landy is a good landy. Tout atterrissage est un bon atterrissage.
Un mot de conclusion, Nicolas? Oui, un mot de conclusion pour... la question était, est-ce que la France peut s'en sortir sans sortir de l'Europe? C'est non, évidemment. Ça fait aucun doute. L'époque du compromis de Luxembourg, du général de Gaulle des années 60, où on pouvait se dire je reste en Europe, mais je poserai mes conditions, évidemment, n'existe plus à l'époque de la commission de von der Leyen. Après, je reste très peu optimiste pour la suite, c'est-à-dire que je pense qu'il faut, et si la France est le dernier des pays, et sera le dernier des pays à porter le projet européen, c'est qu'il est inscrit dans l'ADN, justement, je pense, du projet révolutionnaire et de ses suites, et qu'il faut que la France meure à cette illusion pour pouvoir renaître en tant que France éternelle. Ça, je pense que malheureusement, il nous faudra aller au bout, parce qu'il y a un entêtement au sein de notre élite qui est quand même pas commun. C'est pas commun, la façon dont ils sont aveuglés, le mépris de faire qu'ils ont. Je pense que là, ils seraient là, ils écouteraient ce qu'ils entendent. Ils diraient, mais de quoi parle-t-il? Ils n'en reviendraient pas. Je pense que réellement, ils ne le feignent pas, ça. Ce n'est pas fin. C'est quelque chose de réel. Ils sont aveuglés par leur projet. Et il faut que ce projet meure. Si la France, à un moment donné, s'est d'une façon ou d'une autre identifiée à ce projet, cette France qui s'est identifiée à ce projet va mourir, et d'ailleurs, elle le souhaite, semble-t-il, au travers de ce sacrifice permanent qu'elle fait d'elle-même, puisque de tous les pays européens, on est devenu aujourd'hui l'homme malade de l'Europe, même si l'Europe dans son ensemble est, il est vrai par ailleurs, totalement condamnée. Donc il nous faudra peut-être sortir de l'Union européenne, et si nous n'avons pas le ressort, de toute façon la France, et ça j'y crois fondamentalement, est un phénix, c'est-à-dire que nous renaîtrons de nos cendres, nous renaîtrons de ce qu'il y a dans notre projet social, national, de faire nation, aujourd'hui totalement vicié, et qui non seulement détruit notre pays, mais finalement détruit l'Europe dans son ensemble. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à rajouter, d'autant plus que je ne partage pas forcément cet optimisme, donc je préférerais que la note de fin soit plutôt optimiste. C'est beau de vouloir voir la France qui renaît, mais elle renaît, elle a déjà eu cette résurrection, mais c'était plus la France qu'il y avait avant quand même à chaque fois. Hein. Donc si c'est pour repayer l'addition de 40, si c'est pour repayer ouais, ok, d'accord, oui, mais alors là, je vois pas comment on peut être. Oui, là, il y aura toujours un truc avec un drapeau qui s'appellera France, mais non, la sortie, elle est inévitable. Donc, c'est aux gens de choisir. Il faut perdre aucune option de vue. Il y a l'élection, et puis il y a d'autres choses aussi. Il y a d'autres choses. On verra ce que fera le peuple français aux prochaines élections. Peut-être Raphaël Glucksmann. Je sais pas. L'espoir. Bah, mais non. Je suis sûr que Léa Salamé lui posera les bonnes questions, les questions qui fâchent. Mais voilà, là aussi. Là aussi, c'est quand même fou, quoi. On s'est tellement habitué à un truc. On parlait de censure tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez, par exemple, que 70% des demandes de retrait de tweets annuels émanent de la France. Enfin, dans le monde entier. Hein. Et que 90% des demandes des tweets incriminés sont finalement avérés conformes. Donc on n'a pas toujours besoin de l'Europe pour avoir cette politique de censure et faire des... Je sais pas, je comprends pas. On a effectivement, ça c'est un cas, on a la présentatrice du plus gros journal télévision, son mari est candidat, quoi. Alors que dans une démocratie saine, soit Glucksmann sortir de la campagne, soit Salamé se retire du JT, soit Glucksmann se retire de Salamé. Mais normalement, il se passe quelque chose. Et les gens ne disent rien. Et je pense qu'on n'a pas besoin de l'Europe pour avoir cette capacité à nous autoflageller, mais elle ne nous aide pas. Et non, je le crois, comme vous tous, et comme je crois nous tous ici, qu'il n'y aura pas de salut dans ce fonctionnement technocratique européen. Merci beaucoup. Il n'y en aura pas. Merci Greg, merci à tous les intervenants. Merci à Philippe Béchade qui s'y est repris à 3 reprises, mais a pu délivrer son message. Vous pouvez retrouver... Et merci à vous. Et merci à vous de votre présence. À bientôt.